Comme vous pouvez constater, Danny a disparu. Ah, le voilà. Allô! On part! Cette vidéo est une présentation de La Revanche, la boutique officielle des Deux Pions. Bon matin tout le monde! C'est Danny avec mon ami Vincent. Salut tout le monde. C'est pas la première fois, Vincent, que tu fais des vidéos avec moi. Effectivement. On avait déjà fait King of Tokyo ensemble. En plein ça, le jeu de duel. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on présente, Vincent? Aujourd'hui, notre jeu, c'est la communauté de l'anneau, le jeu de pli coopératif. Exactement. Dans la communauté de l'anneau, comme tu viens de dire, c'est un jeu avant tout un jeu de pli. Qu'est-ce que c'est un jeu de pli? C'est un jeu où tous les joueurs vont avoir un nombre de cartes et on va jouer une seule carte qui va faire qu'on va gagner la levée et obtenir un pli. On va faire ça jusqu'à temps que tous les joueurs n'aient plus de cartes. Mais c'est un jeu coopératif ici où tous les gens doivent s'entraider pour réussir le scénario. Dans la communauté de l'anneau, le jeu de pli coopératif, il n'y a pas moins que 18 chapitres dans ce jeu. Et on peut même rajouter 19 parce qu'il y a un petit paquet qui se nomme Les présents de Galadriel qui rajoute le paragraphe 16,5. Ouais. La communauté de l'anneau est un jeu de Brian Bournemiller. Les dessinateurs sont Hélène Ryan et Samuel Shimota. Et c'est un jeu qui dure environ 20 minutes par chapitre. Les premiers sont un petit peu plus courts, et plus ça va, ça augmente en complexité et la durée va augmenter. C'est un jeu qui est publié par Office Dog et qui est distribué par Asmodee. Sur ce, on vous laisse à Danny qui va vous expliquer les règles et ensuite on va revenir avec notre avis sur le jeu. À tantôt! Alors, bienvenue tout le monde! Aujourd'hui, je vous explique les règles de la communauté des anneaux, le jeu de pli coopératif. Premièrement, on va ouvrir la boîte pour voir qu'à l'intérieur, il y a 3 compartiments. Le premier est pour mettre les cartes où est-ce qu'on est rendu en fonction des chapitres. Avec ici un petit signet et on en a aussi dans les deux parties 1 et partie 2. Dans la partie 1 se trouvent les chapitres de 1 à 11 et dans la partie 2 les chapitres de 12 à 18. Donc on va simplement lever la petite lisière ici. Comme ça. On prend le paquet de cartes et on le résout tout simplement. Donc pour l'installation, je vais installer ici les chapitres de 1 à 11, mais avant, je vais vous montrer le matériel. Donc dans la communauté de l'anneau, on peut jouer de 1 à 4 joueurs. On va principalement avoir un paquet de cartes qui vont être définies par des types de terrain. Donc on va avoir les cartes vertes de 1 à 8 de la forêt, les cartes grises de la montagne, les cartes jaunes de la colline et les cartes rouges de l'ombre. Donc on a des valeurs de 1 à 8 uniques dans ces 4 types de couleurs. Donc 8 x 4, ça nous donne 32. Et on rajoute à ça 5 cartes anneaux pour obtenir un compte de 37 cartes dans le paquet. Et si vous remarquez dans les cartes anneaux, il n'y en a que 5, mais la carte 1 de l'anneau unique évidemment est la carte avec des bannières noires. On a aussi, parce qu'on peut être jusqu'à 4 joueurs, 4 pions étoiles en bois ici qui nous permettent de savoir lorsqu'un personnage a réussi son objectif. On a le pion de bois avec l'anneau qui nous sert principalement à savoir si on peut débuter un pli en jouant une de ces 5 cartes anneaux. J'y reviens dans peu de temps. On a aussi 6 aides de jeu qui sont recto-verso. D'un côté, on voit la distribution des cartes dans le paquet, ainsi qu'un bref résumé comment jouer et comment gagner une manche. Et finalement, on a aussi la mise en place à 2 joueurs sur une des cartes. Donc pour commencer la partie, c'est très simple, vous allez prendre les 37 cartes et les brasser dans un paquet. Par la suite, vous allez prendre le paquet avec les chapitres et simplement prendre les cartes reliées du chapitre 1. Donc ici, on a le chapitre 1 et attention, dans le dos, il y a des informations. Sur le premier côté, on peut voir un bref résumé de l'histoire de la communauté. Et du recto, on voit les personnages qui sont éligibles à faire partie de la manche, que ce soit certains personnages obligatoires avec une étoile à côté ou facultatifs au choix des joueurs. On voit aussi la condition de victoire pour remporter ce chapitre. Donc dans le chapitre 1, on va voir apparaître le personnage de Frodon. Et attention, sur la carte, elle est recto verso. D'un côté, c'est les conditions à 3 joueurs et de l'autre côté, à 4 joueurs. On va avoir Bilbo Saquet, on va avoir Gandalf le Gris et finalement, on va avoir Pépine. Donc, je ne veux pas vous donner de spoiler, mais à chacun des chapitres, vous allez prendre le paquet de cartes sur le dessus, les lire, les résoudre et les appliquer. Cela peut faire évoluer les règles du jeu. Donc, pour l'installation, on va mettre la carte chapitre ici.
avec les personnages, comme ça. On va ensuite prendre les 37 cartes, les brasser et les distribuer aux joueurs en fonction de combien qu'ils sont. À 2 joueurs, on va distribuer 12 cartes à 3 emplacements. Donc le joueur 1, le joueur 2 et le joueur aléatoire. Et on va placer les cartes en forme de pyramide avec certaines qui vont être ouvertes et d'autres face cachée. Je vous montre la carte à l'écran. Si on joue avec 3 joueurs, on va donner 12 cartes à chacun des joueurs, ce qui va nous faire un total de 36. Et je vous avais dit qu'il y avait 37 cartes, donc la dernière carte va être mise en dessous de la carte chapitre. Ce sera toujours comme ça. C'est ce qu'on va appeler la carte perdue. Si la carte perdue est l'anneau numéro 1, on va tout simplement prendre une autre carte et la mettre à la place. Et finalement, si on est 4 joueurs, on va distribuer 9 cartes à chacune des personnes, ce qui va nous faire aussi un total de 36 pour mettre la dernière carte perdue sous le chapitre en cours. Ensuite, les joueurs vont recevoir leurs cartes, vont pouvoir les regarder. Souvent, ils vont les mettre en ordre de couleur et de grandeur de valeur. Et le joueur qui va avoir le 1 de l'anneau va être le premier joueur. Il va obtenir le pion anneau qu'il va mettre du côté ouverture impossible, c'est-à-dire du côté gris. Et il n'a pas le choix, il doit prendre le personnage de Frodon. Donc, l'objectif personnel de Frodon, lorsqu'on va jouer les cartes de pli, est de remporter au moins 2 des 5 cartes anneaux. Donc, il va gagner des levées, je vais vous expliquer dans une seconde, et il doit avoir au moins 2 anneaux dans ses cartes obtenues à la fin de la manche. C'est aussi Frodo qui commence la partie. Ensuite, dans le sens des aiguilles d'une montre, chacun des joueurs va pouvoir sélectionner un des personnages. Notez que les personnages dorés ou qui ont une petite étoile à côté de leur nom sur le chapitre doivent obligatoirement être pris. Les personnages gris sont facultatifs et chaque joueur doit sélectionner un des personnages. Il y a 2 informations sur les personnages. Le premier en haut est son objectif. Donc ici, on voit que Bilbon veut remporter au moins 3 plis sur les 9 plis disponibles à 4 joueurs ou les 12 plis disponibles à 3 joueurs et 2 joueurs. Et en dessous, on voit un marteau. Le marteau signifie une action de mise en place. Donc, aussitôt qu'on prend le personnage, s'il y a un marteau, on doit faire une action en particulier qui va nous permettre de jouer le personnage adéquatement. Évidemment, dans la communauté de l'anneau, on va retrouver beaucoup de personnages, des plus différents les uns que les autres. Donc, chaque donne du paquet est appelée une manche et dans chacune des manches, on va jouer des plis en commençant par le premier joueur qui va ouvrir une carte. Donc ici, comme c'est mentionné sur la carte, Frodon va être le premier joueur à jouer et le jeton ouverture de l'anneau est du côté fermé. Donc, on ne peut pas jouer les 5 anneaux pour ouvrir un pli. Alors, Frodon pourrait jouer un 8 de la colline, juste ici. Ensuite, le joueur suivant doit jouer une carte obligatoirement de la colline. S'il n'y a aucune carte de la colline, il peut jouer n'importe quelle couleur. Il n'y a pas d'atout dans ce jeu. Donc ici, Bilbo pourrait jouer un 3, parce qu'on se rappelle qu'il doit remporter au moins 3 plis, et Pippin va jouer un 5. Frodon a donc remporté le premier pli avec la carte 8 de plus grosse valeur avec la colline, qu'il met juste ici à côté de son personnage. Ces cartes doivent être placées du côté face cachée. Ensuite, Frodon va jouer à nouveau une carte colline avec un 2. Bilbo va jouer un 7 car il désire remporter 3 plis. Et Pippin va jouer son 6. Bilbo remporte un premier pli qu'il met à côté de son personnage face cachée. C'est maintenant au tour de Bilbo de commencer le prochain pli. Il peut commencer avec une des 5 couleurs, mais ne peut pas jouer un anneau, car aucun anneau n'a encore été remporté. Lorsque ce sera le cas, Bilbo va retourner le jeton du côté ouverture et ce sera permis d'ouvrir un pli avec une carte anneau. Donc ici, Bilbo va jouer un 4 de la colline et on voit que Pippin n'a aucune carte colline. La règle de Pippin est qu'il doit être le joueur qui a remporté le moins de plis, donc il va pouvoir jouer son 8 forêt pour s'assurer de ne jamais gagner un pli dans la couleur de la forêt. Et Frodo n'a pas le choix de jouer son 1 de la colline, c'est donc Bilbo qui remporte son deuxième pli. Bilbo se sent donc très à l'aise avec 2 des 3 plis, il va donc jouer un 1 de la forêt. Pippin n'a aucune carte forêt et étant donné que le 1 de la forêt est la valeur la plus petite de la couleur, il peut jouer une carte anneau. Et finalement, Frodon doit absolument jouer une carte de la forêt, donc il joue un 3. C'est lui qui gagne la levée avec les cartes de la forêt. Et parce qu'il y a une carte anneau dans ce pli, il va pouvoir retourner
le jeton ouverture possible avec les cartes anneaux. On se rappelle que Frodon désire avoir 2 anneaux parmi ses plis remportés. Maintenant, Frodon pourrait jouer une carte anneau. Il pourrait jouer le 5 d'anneaux et ainsi forcer Bilbo à jouer son 3 et Pippin à jouer son 4. Il remporterait donc les 3 anneaux dans ses plis, lui donnant immédiatement son objectif d'avoir 2 anneaux dans toutes ses cartes. Et évidemment, il a la carte la plus puissante du jeu avec l'anneau unique. L'anneau unique peut être joué comme une carte anneau de valeur 1, s'il y a une autre carte de valeur supérieure dans le pli. Mais lorsqu'on joue l'anneau unique, on peut déclarer si on veut gagner le pli. On fait juste dire « je remporte le pli », peu importe les cartes qui sont jouées, on obtient le pli. Toutefois, Frodon, pour aider Bilbo, va jouer son 7 vert. Bilbo va ensuite suivre avec son 2 verts. Et Pippin, qui n'a aucune carte verte, peut jouer son anneau dans cette levée. Il aurait pu jouer n'importe quelle carte. C'est donc Frodon qui remporte cette levée et obtient immédiatement son 2e anneau. Frodon continuerait en jouant un 4 vert et Bilbo jouerait son 6 vert, puis Pippin jouerait son 8 gris. Ce serait donc Bilbo qui gagnerait la levée et qui obtiendrait son objectif aussi. Lorsqu'un joueur sait qu'il a obtenu tous ses objectifs, il prend un jeton étoilé ici qu'il met sur son personnage. Donc Frodon, sachant qu'il a déjà plusieurs anneaux dans ses plis, pourrait mettre son jeton. Bilbo, ayant obtenu ses 3 plis, pourrait mettre son jeton. Notez toutefois qu'il est possible qu'un personnage obtienne un jeton, mais qu'à cause d'une circonstance, il doit enlever son jeton. Bref, un personnage peut réussir un objectif et plus tard l'échouer pour ensuite le revoir à nouveau. Donc Bilbo a gagné la dernière levée. Il pourrait jouer son 5, Pippin pourrait jouer n'importe quelle carte, et Frodon pourrait jouer son anneau unique ici, qui dans des circonstances normales pourrait être une carte anneau de 1 et perdre la levée, donc Bilbo gagnerait la levée. Mais Frodon pourrait dire aussi qu'il choisit de remporter le pli, comme c'est le cas. Donc maintenant, si je joue rapidement les 5 dernières cartes, je pourrais jouer un 7, un 4, un 5, un 6, un 1. Un 3, un 8, un 5, un 6, un 5, un 3, un 2 et un 3, un 1, un 2. Il y avait donc 12 plis disponibles dans cette manche. Bilbo a réussi ses 3 plis, Frodon a obtenu les 9 autres plis et Pippin n'a obtenu aucun pli. Le chapitre est donc réussi. Donc une fois que tous les joueurs ont joué les cartes dans leurs mains, c'est la fin de la manche et on regarde si chacun des personnages a réussi son objectif. Si c'est le cas, passez au chapitre suivant. Si c'est un échec, vous devez recommencer le chapitre. Lors de la mise en place et durant toute une manche, les joueurs peuvent librement discuter de toutes les informations qui sont sur la table. En revanche, ils ne peuvent pas parler des cartes qu'ils ont en main, ni mentionner les couleurs et les valeurs, et ne peuvent pas évidemment les montrer. Lors du choix des personnages, ils ne doivent pas non plus discuter avec leur partenaire à savoir quel personnage ils préféreraient avoir, car cela pourrait révéler que leurs cartes sont plutôt fortes ou plutôt faibles. Et finalement, il est légal pendant la manche de rappeler son objectif ou ses règles spécifiques à son personnage à nos partenaires. Après tout, c'est un jeu coopératif. Donc voilà, pour le reste des règles, je vous invite à traverser les chapitres et découvrir l'histoire de la communauté de l'anneau. Bonne partie tout le monde! Merci Danny pour les explications. Ça fait plaisir. Maintenant, notre avis sur le jeu. Ouais. Moi, personnellement, j'ai vraiment beaucoup apprécié le jeu. Moi aussi. Puis, j'ai un petit bémol. Vas-y. J'ai joué beaucoup à The Crew, puis on dirait que je jouais pour faire plaisir aux autres personnes. Tu sais, les autres personnes étaient enthousiastes, puis moi, c'est ça, j'avais pas autant de fun. Mais en jouant à celui-là, j'anticipais, je voyais le film, puis j'anticipais la prochaine scène avancée et tout, là. Donc, celui-là, là, genre, un peu comme une série Netflix que t'écoutes, puis tu fais comme un autre. Toi aussi, tu l'as aimé? Ouais, je suis d'accord, oui, j'ai aimé ça. Moi, j'aime beaucoup l'art. C'est un petit art qui est old school. Je sais pas si on voit bien. Je vais montrer des images à l'écran là, pendant qu'on parle. Là, ouais. Fait que moi, j'aime beaucoup l'art. C'est des petits arts old school. Tu vois qu'ils ont rendu honneur un petit peu à l'œuvre de Tolkien. Là, c'est moi, je trouve que l'art a fait old school. Ouais. Tu sais, on regarde juste les images des collines. Tu sais, les backgrounds en arrière, les arbres, les traits des lignes dans le visage. C'est
une facture artistique très intéressante, mais ça marche super bien. Puis la même chose pour les 5 types de terrains. Tout à fait. La montagne, la colline, la forêt et l'autre, je crois qu'elle s'appelle les ombres, ouais, qui est littéralement un volcan. Ouais, les anneaux. Ça punch les couleurs, là. C'est vraiment facile là, à bien voir. Là. Puis ceux qui seraient daltoniens, ben, ils ont des petites icônes dans le coin en plus. Ouais. Côté de l'artistique, puis on va se le dire, la boîte avec un foil dessus comme ça, là, c'est vraiment beau. Tout à fait. Un aspect que j'aime beaucoup du jeu. La qualité est bonne aussi. Même chose pour les jetons. Tu sais, le jeton, tu vois que c'est pas fait chipette. Là. Ouais, le jeton premier joueur d'un côté. Puis c'est ça. Le contraste est assez impressionnant sur côté pas allumé ou allumé. Là. Puis les marqueurs d'objectifs aussi. Là, c'est. Ouais, il n'y a pas beaucoup de matériel, mais le matériel qu'il y a, c'est un matériel de qualité. Puis les diviseurs aussi. Dans la boîte, là, c'est très bien fait. Ça, ici, on a le paquet jusqu'à 12 chapitres. Puis de 12 à 18. Ça se trouve très bien. Et ce que j'ai bien aimé, c'est que quand on met nos cartes dedans, les 3 paquets, il y a une espèce de petit, comment on appelle ça, un signet dans un livre. Fait qu'on peut tirer les cartes comme ça, tout simplement. Là. C'est une belle petite touche. Il n'y avait pas à faire ça, là, mais c'est apprécié. Tout à fait. Côté gameplay, moi j'ai beaucoup aimé les différents objectifs de chaque personnage. Comme que Danny a mentionné durant les explications, le but c'est pas simplement de faire le plus de levées à chaque fois, c'est chaque personnage que tu joues a des petits objectifs différents, a des petites exceptions aux règles. Ouais. Si tu as des objectifs qui sont plus durs que d'autres, souvent ils vont t'offrir d'échanger des cartes avec d'autres joueurs pour essayer de venir balancer, mettre les chances de ton côté. Ou d'avoir plus de cartes que les autres joueurs ou moins de cartes. Fait que c'est ça, la communication en début de sélection de personnages est super important et dans les règles, c'est indiqué qu'on peut le faire. Ouais. C'est vraiment que pendant la partie, on n'a pas le droit de dire j'ai 3 cartes vertes ou c'est moi qui ai le 8 vert. On n'a pas le droit de dire ça, mais avant la partie, je pense que j'ai une bonne main, je pourrais prendre ce personnage. Ou à l'inverse, je crois que c'est Mary ou Pépine, j'ai mal tout le temps. Ben, Pipin, lui, c'est le moins de levées possible. Mary, c'est une ou deux levées. C'est ça. Bref, quand tu veux ces deux-là, c'est parce que tu as des petites cartes de basse valeur. Là, ouais. Et aussi, j'ai trouvé que c'est un jeu qui est plus designé pour jouer à 3 ou 4 joueurs, mais l'espèce de joueur automatique qui à 3 joueurs qui vient. Pyramide. Ouais. Et je trouve que c'est le fun. Ouais. Il y a quand même de l'interaction entre nous, on décide un petit peu ce qu'on faisait, mais t'as pas full contrôle, t'as pas le total contrôle de ces cartes. C'est comme Seven Wonders, il y en a ouvert puis il y en a caché, fait que des fois tu vas jouer une carte pour révéler la prochaine carte au lieu de prendre une carte qui aurait pas révélé nos cartes en arrière. Ouais, fait que ça rajoutait un petit peu de gameplay. Honnêtement, moi j'aimais ça. Oui, moi aussi. Ça rajoutait un élément qui était bien plaisant dans la partie. Ouais, j'avais peur, puis tu sais, à 4, je pense que c'est quand même le sweet spot parce que c'est un jeu nécessairement que tu veux communiquer avec. Communiquer en silence, c'est quand même une forme de communication selon moi. Tu veux interagir entre les personnages. Puis j'ai même lu le mode solo. Puis ça marche aussi. Le compte de 1 à 4 joueurs est bien mentionné, là, peu importe le nombre de joueurs. Tout à fait. Moi aussi, j'avais peur un petit peu au début avec, tu sais, des fois, les jeux comme ça, que c'est 3 à 4 recommandés, mais ça joue aussi bien à 2, mais il y a un joueur que tu contrôles pas, qui est simulé. Ça marche pas tout le temps. C'est pas tout le temps quelque chose. Tu sais, des fois, ça vient réduire un petit peu la qualité du jeu, selon moi. Et j'ai pas trouvé ça du tout avec ce jeu-là. Mais je suis d'accord qu'à 4, ça doit être le sweet spot. Particulièrement parce que tu as plus de choix de personnages. Chaque chapitre, tu as des personnages, tu as un choix de personnages et tu en as que tu es obligé de prendre. Et forcément, quand tu es juste 2 joueurs, ben, tu en as 2 qui tu n'as pas le choix de prendre les personnages principaux, c'est ça. Mais tu vas avoir plus de choix à plusieurs, avec tu as plus un petit peu de stratégie et de réflexion un peu au niveau des choix de personnages à plusieurs. Puis ce que j'ai aimé aussi beaucoup, c'est la courbe d'apprentissage. Tu sais, Vincent, il joue beaucoup à des jeux. Puis le premier scénario, là, on l'a fait en 1 minute 12 secondes à peu près. Là. Ça a quand même fait, on n'a pas besoin de jouer. Tu sais, on a 12 cartes, on en a joué 6, puis c'était gagné. Les 6 autres étaient facultatifs. La deuxième, c'était un peu plus long. La troisième, un peu plus long. La 6e, 7e, c'était... Puis rendu à 12, 13, 14...
là, ça devient à être un gros casse-tête pour les joueurs. Puis le petit paquet que j'avais, là, le 16,5, ça rajoute des items. Chaque joueur doit avoir son item. Ouais. Spoiler alerte, Legolas va avoir son arc. Ou le col de Boromir. Mais tu sais, c'est ça, c'est comme des films, évidemment. Mais ça rajoute déjà à un personnage qui a un style de jeu à travers la mécanique de pli. Ouais. Une espèce de petite mécanique de jeu qu'il va pouvoir jouer pendant sa manche. Là, Un t'sais. petit bonus supplémentaire. Ouais, j'ai trouvé ça vraiment bien fait. Là. Le petit paquet, je le recommande. Si vous avez juste le jeu de base, là, allez le chercher. Là. Ça rajoute un peu de fun au jeu. Puis quand que vous avez fait le tour du jeu, ben vous pouvez jouer. Il y a comme un mode que tu vas prendre toutes les cartes. Puis tu peux juste jouer. Tu prends des personnages. Puis tu essaies de gagner là, une manche comme ça avec des personnages. Puis à l'inverse, il y a aussi, je les ai juste ici, il y a des cartes menaces. Puis plus la partie avance, plus il y a des menaces. C'est les Nazgûl en fin de compte. Oui, les chevaliers noirs. C'est ça. Puis il y en a qui sont puissants puis qui ont des pouvoirs eux autres aussi éventuellement. J'en dirai pas plus, mais bref, à un moment donné, certains des personnages en lien avec certains Nazgûl, tu te fais mettre des bâtons dans les roues solidement. Donc là, la coopération pour aider celui qui a un Nazgûl après lui, on va dire ça comme ça, devient cruciale pour réussir le chapitre. C'est à l'inverse des items. Les items donnent des petits bonus exact. de plus. Les cavaliers noirs qui appellent donnent des pénalités supplémentaires attitrées à certains personnages. Ouais. Si vous avez aimé le vidéo, je vous invite à faire le petit pouce en l'air sur le vidéo et vous abonner à la chaîne pour encourager Danny et les autres membres de l'équipe de Deux Pions. Puis, si vous avez aimé Vincent, ben, on vous invite à l'écrire en commentaire. Si vous avez aimé le jeu, dites-nous ce que vous en avez pensé. On va vous faire un plaisir de vous répondre. Ouais. Et sur ce, on vous dit à la semaine prochaine tout le monde! À la prochaine, merci. Merci.